Nickel. Ok, merci à vous d'être là. Donc sur cet événement Microsoft 365 Virtual Marathon. Donc vous allez nous parler de gouvernance Power BI et Self-Service BI, c'est bien ça? Exactement. Eh bien, je vous laisse la place, le floor. Tout est prêt, tout est chaud et vous pouvez y aller. Bon, eh bien, c'est parti. Rebonjour à tous. On a l'honneur d'inaugurer, alors en tout cas pour la track française, le créneau du matin. J'espère que ce ne sera pas trop tôt pour tout le monde, même si très souvent, je pense que beaucoup d'entre nous dans l'informatique, on est tranquillement en télétravail. En tout cas, on va essayer de démarrer la journée en parlant en effet de ce beau sujet, de ce vaste sujet qui est la gouvernance. Et évidemment, on va avoir un focus particulier sur Power BI, puisque la gouvernance, c'est trop large pour même en parler pendant une heure. Donc, on va être vraiment sur le... Pardon, hop, faut que je démarre juste le timer. Sur les sujets Power BI. Allez, on est parti. Les petits slides promotionnels pour parler quand même de cette belle conférence qui est le Virtual Marathon, mais aussi la conférence qui va avoir lieu à Las Vegas l'année prochaine. Donc, on est tous passés online, mais je pense que tous les organisateurs ne souhaitent qu'une chose, c'est revenir à quelque chose de classique. N'oubliez pas le raffle. Normalement, je le mets à la fin, mais comme on a une session très dense, je préfère le mettre tout au début. N'oubliez pas le raffle sur les cadeaux, donc il y a le lien qui s'affiche. Hop, je te laisse reprendre la main, oui. Fabien. Comme dit Jean-Pierre, merci de vous rejoindre à nous et surtout n'hésitez pas à faire une donation pour le Covid-19, c'est très important. Vous pouvez le faire à United Way, International Medical Corps. Et 10% des fonds de nos sponsors vont à ces associations, enfin à des associations. Donc n'hésitez pas, c'est très important pour qu'on puisse sortir de cette situation un peu complexe avec le Covid-19. Faites des dons, c'est très important. Good. Bon, on est parti. Allez. La petite promotion est là. Ah sinon, il y a quand même les sponsors à remercier. Bon, je pense que vous les voyez à toutes les sessions. Donc, allons-y. Allez, Fabien, présente-toi. Donc, je m'appelle Fabien Dato, j'habite à Arras, en France, donc dans le nord de la France. Je suis architecte data et IA chez Azeo, donc avec une grosse spécialité sur tous les produits Azure Microsoft. Donc Microsoft, Azure, avec du Power BI, voilà un petit peu toutes les briques, surtout du cloud, on va dire. Et j'ai aussi un blog qui s'appelle fadata-blog.com dans lequel ça m'arrive de poster des petits articles un peu détaillés avec des tips sur différents sujets liés à la data, au data engineering, à Azure, à la BI aussi parfois. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Je m'intéresse en ce moment pas mal à tout ce qui concerne un peu Databricks et Data Factory. Donc voilà, ça peut être intéressant si vous avez des petits problèmes. Allez voir s'il n'y a pas une solution sur mon blog. Yes. Et donc moi je suis Jean-Pierre, je m'occupe périmètre assez large chez Azeo, je m'occupe d'innovation, mais ce qui est intéressant pour le contexte de cette conférence et de la session qu'on va vous donner, c'est que je suis passionné de Self-Service BI depuis avant que Power BI existe. À l'époque, on faisait ça avec du bon vieux SSRS et du Report Builder. Donc c'est un sujet qui m'intéresse énormément. J'ai fait beaucoup de conférences sur le sujet et dans un cadre professionnel, finalement, on intervient et Fabien fait partie aussi des architectes qui aident pas mal de nos clients à justement aider nos clients à gérer la gouvernance. Mais on va y revenir puisque c'est le but de la session. Petite promo un petit peu pour le Club Power BI et le GUS, qui sont les associations qui gèrent finalement la communauté data et Power BI en France. Voilà, donc j'ai un petit clin d'œil sur ce côté communautaire que j'ai. Juste très rapide, l'idée c'est pas de faire la promo d'Azeo, c'est juste pour que vous compreniez un peu qui on est. Globalement, on est une ESN, on est 300, on fait de la data, juste la petite partie, je vais mettre le petit pointeur, la petite partie data. Et donc dans le data, on a vraiment une spécialité autour de la Self-Service BI, enfin autour de Power BI globalement. On fait du Power BI depuis quasiment que Power BI existe. Avec des projets significatifs et des sujets de self-service depuis 2012, les premières sessions, les premiers tours d'expérience qu'on a pu faire
au Tech Days à l'époque, hein, c'était vraiment 2013, 2013-2014. Donc, on a vraiment une expertise sur ce sujet-là. Et en fait, la session qu'on va construire, et ben en fait, c'est des petits bouts de choses que Fabien a pu faire dans des ateliers de gouvernance qu'il a pu voir avec des clients, que moi j'ai pu faire quand j'accompagne aussi d'autres clients. Donc, on va essayer finalement de remonter ces informations lors de cette session. Évidemment, la session est... je ne sais pas pourquoi il ne veut pas passer au slide suivant. Ah, c'est parce que tu es en pointeur. Bah ouais, mais normalement, avec le pointeur, ah oui, d'accord, c'est juste qu'il n'y avait pas Bon, désolé, on reprend. Donc, justement, la gouvernance est très dense, donc ça sera vraiment des petits éléments. Évidemment, on ne peut pas mettre toutes les bonnes pratiques et tous les retours d'expérience qu'on peut avoir parce qu'il y a vraiment du travail, des ateliers, de la réflexion. Mais justement, on va en tout cas vous éclairer et vous dire un peu comment on peut aborder la problématique. Et je vous rassure, Fabien nous a réservé quelques petites pépites de quelques missions qu'il a pu faire et quelques bonnes pratiques qu'il a pu donner. Alors, la gouvernance, l'idée, c'est quand même de poser un petit peu le décor de ce dont on va parler. Et finalement, Fabien nous a trouvé une définition que j'ai trouvée très à propos. C'est que finalement, la gouvernance, ça va nous aider à faire en sorte que ça ne soit pas le bordel, désolé du terme, mais globalement, c'est ça. C'est que on a des super outils, et là, je parle globalement, hein, en général, on pourrait même prendre Office 365, et que si finalement on ne met pas un petit peu de règles, on va définir justement la gouvernance, et bien en fait, vous allez vite vous diriger vers des problèmes que vous allez avoir. Donc l'idée, c'est vraiment de mettre en place des choses qui vont pouvoir nous aider à gérer proprement et de façon cohérente, finalement, donc là on va parler de gouvernance autour de la donnée, hein, puisqu'on va parler de Self-Service BI et de Power BI, mais finalement de gérer proprement et de façon cohérente tout ce qui a trait à la donnée dans votre entreprise. Et bien sûr, ça englobe trois choses, et justement, on va venir après avec le triptyque qu'on a autour de la gouvernance, mais c'est vraiment les gens, les process et bien sûr de l'outillage qui va nous permettre de faire ça. Alors, les besoins en gouvernance, ils sont multiples. Et comme je vous disais, on a une session qui ne dure que 50 minutes et il est impossible pour nous de traiter tous les sujets. Mais globalement, et vous voyez bien qu'il y a 3 petits points à la fin, mais ça, c'est un slide qu'on met dans nos formations ou quand on présente Power BI, juste pour pointer quelques sujets qu'il va falloir gouverner, sur lesquels il va falloir justement définir des règles et pour éviter que ça soit, que ça soit le bordel ou qu'on ne soit pas dans une situation conforme. Je prends l'exemple de la sécurité, par exemple. Ce serait quand même dommage de s'apercevoir que vous avez 10% des collaborateurs qui partagent les données librement sur Internet parce qu'on ne leur a pas montré comment il fallait faire. Donc ça, tout ça, c'est tout un tas de sujets. Évidemment, on va prendre quelques use cases que Fabien a choisi et qu'il a traité aussi avec les clients. Donc, on traitera 3 petits use cases parmi tout ça, mais la gouvernance, c'est bien plus large. Il va falloir penser à plein de choses. Donc, il va falloir vraiment dresser toute cette liste. Alors, comment on fait une fois qu'on a un petit peu ces sujets, finalement, on a une sorte de cercle vertueux avec une notion un peu on aime bien utiliser le terme triptyque, et finalement, ça commence, nous, on aime bien le faire démarrer sur la notion de personne. C'est déjà de définir qui est quelles sont les pièces sur l'échiquier. Donc, comment est structurée votre entreprise? On y reviendra en conclusion, mais le point important, c'est de savoir qui vous êtes et quels sont les gens qui vont intervenir autour de cette Self-Service BI et de Power BI. Une fois qu'on a les gens, en fait, après, on va avoir des process. Les process, ils vont être calqués sur le slide d'avant. Exemple, gérer les licences. Voilà, on va en reparler un peu plus en détail, etc. Donc, vous allez définir des process et ensuite, vous allez outiller les process ou peut-être que vos process vont être découlés d'un outillage, mais ce qu'on appelle les moyens. On peut aussi voir ça, les outils. Et donc là, on a tout ce qui se trouve dans Power BI qui va nous aider de faire ça. Donc, voilà un petit peu la sainte trinité de la gouvernance, quelque chose de très itératif, puisque on saura l'illustrer, mais il va falloir faire vivre tout ça. Alors, la première chose, les personnes, et donc on a une analogie un petit peu comme en marketing, vous savez, quand on définit ce qu'on appelle les personas, donc on définit finalement les profils qui composent l'entreprise. Pardon. Et donc c'est important de bien définir qui va interagir avec Power BI. Et globalement, c'est plutôt simple. Alors, Fabien, comment tu ferais pour justement décrire un petit peu les personnes par rapport à ton expérience?
En fait, déjà, généralement, on se base aussi sur les usages, donc c'est-à-dire comment ils vont utiliser Power BI. Donc Power BI, c'est un outil très complet, on peut faire énormément de choses avec. Et on voit plutôt généralement deux tendances, c'est-à-dire la première tendance qui va être la self-service BI, où un utilisateur seul ou une équipe d'utilisateurs ils vont pouvoir faire eux-mêmes leur propre création, leur propre rapport, leur propre jeu de données, leurs propres analyses, tout ça ils vont pouvoir le faire tout seuls, parce que Power BI est très simple et parce que tout le monde peut l'utiliser. Il va pouvoir partager ça avec ses coéquipiers et faire aussi peut-être des réalisations qui vont servir pour une seule fois. C'est-à-dire, voilà, on fait une analyse ponctuelle, on a notre résultat, puis après on passe à autre chose, et puis on jette. Donc c'est ça, une analyse ad hoc. Et donc c'est vraiment un usage qui se rapproche un peu de ce qu'on faisait avant avec Excel, enfin de ce qu'on fait toujours d'ailleurs. Mais quand voilà, on utilise des fichiers Excel, on fait des petits tableurs, tout ça, on peut le partager à d'autres personnes. Voilà, c'est très orienté document en fait, hein, c'est ça. Et en parallèle, on a aussi la BI, peut-être qu'on appellerait un peu plus industrielle, un peu plus traditionnelle, en fait, tout ce qui va être les projets BI. Donc là, c'est plutôt généralement une équipe IT, une équipe de projet qui va faire toutes les réalisations. Ils vont le faire et le partager à des consommateurs, donc des personnes qui vont juste lire les rapports et qui vont très peu les modifier, quoi. Mais c'est ça, ils vont juste consommer des choses. C'est vraiment quelque chose qui va être automatisé, se mettre à jour tous les jours, sans problème, avec une essai de maintenance assez forte, où voilà, les données se mettent à jour, tous les jours c'est actualisé, ça marche bien. Voilà, c'est ça, donc c'est un peu vraiment un usage plus traditionnel avec que des consommateurs. Et ce qui est important, c'est que ces deux sujets-là, que ce soit self-service ou projet industrialisé, ils vont utiliser le même produit, ils vont utiliser Power BI. Et dans ces cas-là, c'est très important, comme les personnes elles sont dans le même domaine un petit peu, il faut qu'elles puissent communiquer entre elles en fait. C'est pour ça qu'il y a une ligne au milieu, mais elle est en pointillé ou en tiret, parce que voilà, il faut que ça communique, et c'est là où c'est difficile généralement de comprendre où est la limite. Et parfois il y en a peut-être pas. Hein. Il y en a de moins en moins d'ailleurs des limites. De plus en plus de personnes self-service vont atteindre un niveau d'excellence qu'il y aurait peut-être dans des projets BI avec des experts et des développeurs. Enfin voilà, et en même temps, il peut y avoir des projets industrialisés où ils ont peut-être même moins de compétences que des personnes en self-service qui connaissent Power BI depuis peut-être même plus longtemps qu'eux. Donc voilà, il faut que ça communique, il faut qu'on échange entre les deux. Il ne devrait pas y avoir de rivalité entre, voilà, moi j'ai fait un projet, je viens de l'IT, donc c'est un projet industrialisé, on ne touche pas, et moi je suis self-service, en même temps il faut que ça bouge et que ça change. Donc voilà, il faut que les deux communiquent ensemble. Ce qui nous amène à différents profils finalement dans cet écosystème. C'est ça. Donc des profils ou des rôles, en fait, différentes personnes vont avoir différentes tâches et ces tâches en fait définissent du coup des rôles, notamment par exemple l'administrateur, la personne donc là c'est plutôt une personne qui va être côté IT généralement, qui a les clés et qui va pouvoir gérer des choses et modifier des choses, acheter des choses, des licences, voilà, c'est lui qui a les clés, quoi. Il n'est peut-être pas expert de la solution, mais au moins c'est lui qui va gérer les coûts et tout ce genre de choses, quoi. On va avoir des experts data, des développeurs BI, leur but c'est de produire des rapports Power BI. Voilà, ils sont experts sur la donnée, ils savent ce que c'est qu'une modélisation, ils savent comment transformer, ils savent faire de la data vise. Voilà, c'est des experts, on va dire, plutôt vraiment techniques, quoi. On peut avoir aussi des personnes qui sont data champions, qui sont un petit peu hybrides, dans le sens où elles connaissent aussi Power BI, elles connaissent bien l'outil Power BI, et elles doivent connaître aussi un peu plus les données métiers, même beaucoup plus. Elles savent quelle est la donnée importante dans l'entreprise ou dans une équipe métier. Ça, c'est important, c'est pas que du Power BI et de la technique, c'est aussi être beaucoup plus proche du business, quoi. Et on a Madame Michu, on appelle, bon c'est un terme un peu vulgaire, mais Madame Michu, c'est on va dire un petit peu n'importe qui va pouvoir donc consommer des rapports qui ont été faits par des experts, mais aussi créer ses propres rapports en mode self-service. Donc Madame Michu, elle a deux facettes, hein. Il y a juste Madame Michu qui veut juste consommer et qui ne veut pas faire, ou qui ne sait pas faire, et Madame Michu qui, elle, sait faire. Et du coup, on va plutôt passer sur un niveau d'expertise un peu plus élevé, donc elle peut un petit peu faire aussi. Voilà, donc c'est ça, on a plusieurs graduations et plusieurs rôles qu'il va falloir du coup adapter un petit peu, on va voir ça dans le slide juste après, adapter à son entreprise.
Exact. Et d'ailleurs, ici, on pourrait imaginer que la frontière que tu as dessinée tout à l'heure entre les deux usages, c'est entre l'expert data et le data champion qui sont très similaires, sauf qu'il y en a un qui vient plutôt de l'informatique et l'autre qui vient plutôt des métiers. D'ailleurs, vous noterez, on a mis différents termes parce que l'idée, c'est pas d'être clivant, sur hop, je ne sais pas pourquoi il veut toujours pas passer, mais bon. Hop, je suis allé trop vite. Je vais retirer ce pointeur là. C'est pénible. Ouais, le bug, c'est le pointeur, c'est l'échec. Oui, donc il y a différentes terminologies. Donc moi personnellement, à titre perso, j'utilise le terme data steward, mais on a des clients qui appellent ça data champion, key user, etc., etc. Donc finalement, cette répartition de profil, elle est issue de notre expérience. Et là, par exemple, c'est une autre façon de les représenter, nos fameux utilisateurs. Comme disait Fabien, finalement, les utilisateurs, on peut même avoir différents niveaux, ce qu'on appelle les utilisateurs simples qui consomment, les power users qui en font un petit peu plus, et donc des rôles un petit peu plus dev admin, IT. Et nous, en tout cas, ce qu'on recommande et qu'on trouve assez intéressant, c'est finalement d'avoir cette notion de data steward qui finalement est souvent la personne qui fait le relais. On aura l'occasion de l'illustrer dans un slide un petit peu plus loin, mais l'idée, c'est vraiment d'avoir cette personne qui va justement faire le relais pour éviter ici d'avoir vraiment cette trop grande frontière. Il faut vraiment qu'il y ait quelqu'un qui fasse ce boulot de porte-parole. Autre façon de voir les éléments, et cette fois-ci c'est directement lié à Power BI, c'est de se dire, voilà, si je prends le produit, il a été conçu pour quel rôle? Donc là, globalement, c'est pas lié ni à votre entreprise, ni à notre recommandation, mais globalement, dans l'outil, on a ces 4 niveaux. Après, à vous de voir comment vous les associez avec les personas que vous avez dans votre entreprise. L'administrateur, ça parle de lui-même, on sait que c'est l'administrateur. Le créateur de modèle, potentiellement, ça peut être, si je reviens en arrière, ça peut être justement un des power users ou le data steward, mais ça peut être tout simplement un développeur qui vient de l'IT. Mais en tout cas, techniquement, il y a ce niveau de permission et ce niveau d'utilisateur. Et ensuite, comme disait Fabien, les créateurs de rapports à différents niveaux. Est-ce que je dérive d'un modèle existant ou est-ce que je ne fais que consulter? Voilà les fameux éléments. Donc, pensez bien, il y a l'échiquier. Là, on est sur la première partie de définir justement les personnes qui sont en présence sur l'échiquier, parce que c'est votre première brique de cette fameuse triptyque de persona, processus. On va maintenant parler des processus et des moyens. Donc, une fois, connaissez déjà les gens parties prenantes, les responsabilités qu'il y a chez vous. Donc justement, deuxième partie, en fait, plutôt que de faire 3 parties avec les process moyens, on s'est dit, et si on vous présentait 3 cas concrets? Alors des cas, on en a plus que ça, évidemment, puisqu'on vous a dit que dans la gouvernance, il y avait énormément de choses à gérer autour de Power BI, et pourtant on parle que d'un produit, alors il y a déjà beaucoup de choses à faire. Donc on s'est dit, on va choisir 3 cas, pour le coup, qu'on a pu traiter chez des clients plus ou moins récemment, et d'essayer finalement de regarder quel process, comment ça fonctionne, quel process on va mettre en place et quel outillage, comment on va outiller ça. Donc l'idée, c'est de démarrer avec la gestion des licences, et je te laisse, je crois qu'il y a un petit slide quand même sur Power BI. Avant, je te laisse prendre la main, Fabien, sur cette partie. Ouais. Alors c'est ça, oui, comme disait Jean-Pierre, on va avoir 3 cas concrets. Je vais commencer par une petite présentation de Power BI, vraiment très très simplifiée, parce que normalement, si vous êtes à cette session-là, vous devez un petit peu connaître le produit déjà, mais comme je vais utiliser des termes après, on va utiliser des termes après, il vaut mieux que vous sachiez à quoi ça correspond. Donc là, on a un petit peu un schéma d'architecture un peu simplifié, donc comme je l'ai dit, générique, dans lequel on voit que Power BI, avant tout, c'est des utilisateurs qui vont utiliser un client lourd qu'on va installer sur un PC qui s'appelle le Power BI Desktop. Ils vont créer des rapports et produire des choses à partir du desktop, qui vont ensuite pouvoir publier dans un service web qui s'appelle le Power BI Service. Donc c'est le portail, enfin bref, il y a différents termes pour le nommer, mais on va dire Power BI Service, Power BI portail, pardon. Et dedans, quand il publie, il va choisir ce qu'on appelle un workspace, donc c'est un endroit où il va pouvoir stocker ses rapports et ses objets. Par défaut, il a ce qu'on appelle un workspace personnel, donc qui normalement il est le seul à pouvoir y accéder. Vous va pouvoir déployer des choses qui lui sont personnelles, du coup, comme le nom, workspace personnel. Mais il va y avoir aussi d'autres types de workspace qui sont des workspaces d'équipe, dans lesquels il peut y avoir plusieurs personnes en parallèle dessus.
plusieurs personnes de la même équipe, en fait. Hein, voilà. Et ils vont pouvoir se partager des choses en publiant dans un workspace partagé. Toutes les personnes qui sont dans le workspace vont voir ce qu'on a publié. Voilà. Et une fois que tout ça s'est publié dans un workspace, dans le service, eh ben, un utilisateur peut aller consommer les rapports via soit l'application mobile, soit un navigateur web. Voilà, donc ça c'est comme ça. Ce qui est important là-dessus, c'est qu'il y a des workspaces, il y a des utilisateurs, et en gros, c'est les deux notions importantes qui vont permettre de comprendre la suite. Un petit peu comme quand on a dit les personas, c'est important de connaître les pièces qu'il y a sur l'échiquier, quoi. Hein, c'est ça. Forcément. Alors. Allez, la gestion des licences. Donc c'est parti pour la gestion des licences. Donc, en termes de licence Power BI, ça peut être assez complexe hein, dans un premier temps, mais en fait, c'est pas si complexe que ça. Mais en gros, ce qu'il faut comprendre, on va pas rentrer en détail dans ce tableau-là, mais il y a 3 niveaux. Il y a le niveau Free, le niveau Pro et le niveau Premium. Grosso modo, il faut aussi comprendre que les licences Free et Pro, elles s'affectent à utilisateur par utilisateur, et les licences Premium, ça s'affecte sur un ou plusieurs workspaces. À chaque fois, il y a une tarification et on va la payer tous les mois, on va payer ce qu'on utilise. Là, les prix, c'est des exemples. Hein. C'est pas, si vous voulez voir les prix, il faut contacter généralement directement, voir avec la partie commerciale de Microsoft. C'est eux qui vous donneront les vrais prix pour vous. C'est plus ou moins des estimations et des ratios, quoi. Pour que vous voyez les ordres de grandeur un petit peu. Hein. Donc une pro, c'est grosso modo, c'est environ 9 €, même si c'est un peu moins, mais 9 € par mois. Et un premium, c'est environ 5 000 € pour le premier prix, hein, parce qu'après, il y a plusieurs tailles. Et plus on prend une grosse taille, plus c'est cher. Voilà. Donc on peut passer à la suite, s'il te plaît, Jean-Pierre. Yes. Alors, la notion qui va être très importante pour comprendre grosso modo à quoi servent les licences, en dehors des fonctionnalités spécifiques de chaque licence, c'est aussi surtout le partage. Parce que par exemple, lui, un utilisateur pro, lui, va pouvoir faire un petit peu ce qu'il veut en termes de partage. Il peut publier où il veut, dans n'importe quel workspace qu'il veut. Que ce soit son personnel ou un workspace d'équipe. Et il peut partager à tout le monde, en fait, à toutes les personnes qu'il veut. Et il peut consommer aussi tout ce qui a été partagé avec lui, tout ce qui lui a été partagé. Il peut, donc sans problème, quand on est pro, on peut voir tout ce qui nous est partagé, on peut publier où on veut. Alors qu'un utilisateur gratuit, lui, il va pouvoir donc faire à peu près tout ce que fait le pro, sauf que lui, il peut publier déjà que dans son workspace personnel, et il ne peut pas partager, en fait. Du coup, c'est là où on peut avoir des exemples. Si on a vraiment des personnes qui travaillent en équipe, en fait, elles vont vite se demander comment je fais pour pouvoir montrer le rapport que j'ai fait. Voilà, je suis Madame Michu, j'ai fait un joli rapport. Je veux le partager à ma collègue qui est juste à côté, Madame Michu 2. Comment je fais, quoi. Après, donc si elle est que free, elle ne pourra pas le faire. Et il y a aussi, par contre, en termes de consommation, donc elle ne peut pas consommer ce qui a été partagé, ce qui lui a été partagé, si elle est que free. Mais par contre, le premium, lui, va lui permettre d'accéder à des ressources qui sont, si les workspace est en premium, elle va pouvoir lire les rapports qui sont dedans, si elle a les droits de le faire. Donc c'est pour ça que voilà, c'est le partage qui va maîtriser en fait les licences. Donc comment on répartit un petit peu ces licences? Déjà les licences free et les licences pro. On peut se dire que de base, en fait, les licences free, comme elles sont gratuites, potentiellement, on peut les affecter un petit peu à tout le monde. Ça ne vous coûtera pas plus cher. Et ça permettra un petit peu à tout le monde de tester un peu le produit et déjà de faire pas mal de choses avec l'outil. La problématique, ça va surtout donc être lié à cette notion de partage et dans quel cas, du coup, on donne des licences pro ou des licences premium. Et ça, on va le voir juste dans la slide d'après. Alors, la question, c'est à quoi ça sert, enfin, pourquoi est-ce que je prendrais une licence premium? Il peut y avoir différentes notions, et notamment, c'est surtout le nombre d'utilisateurs. Vu le prix d'une licence premium, au moins le premier prix d'une licence premium, on peut se dire, en faire un calcul un peu mathématique, en se disant, bon, une licence pro, ça coûte tant, une licence premium, ça coûte tant, donc combien j'ai le droit d'utiliser, enfin, à combien équivaut de licence pro une licence premium. Et grosso modo, le chiffre, c'est à peu près 500 personnes, voire un petit peu moins, mais voilà, donc on peut se dire que s'il y a moins de 500 utilisateurs qui vont devoir accéder à des rapports partagés, potentiellement, on peut laisser tout le monde en pro. Ça n'a pas de sens pour une petite entreprise de prendre un premium dans ce contexte-là, lié au partage, parce que ça coûtera peut-être moins cher de mettre tout le monde en pro.
Si on dépasse les 500 utilisateurs, là on peut se dire, bon, bah, peut-être qu'il y a des personnes qui vont être pros, mais qui ne vont pas spécialement beaucoup utiliser Power BI, juste vouloir consommer des rapports. Et dans ce cas-là, on peut mettre une capacité premium, et ça va nous permettre de descendre des personnes qui étaient en pro. Au lieu de les mettre en pro, on peut les mettre en free, et elles vont consommer des rapports juste avec une licence free. Donc voilà, c'est une question vraiment d'optimisation. La notion aussi très importante, c'est que le premium, c'est plutôt un usage qui va être top-down. Donc, on va avoir quelques rapports qui vont être créés par un petit groupe un peu de personnes. Ça va être consommé par beaucoup de personnes. Donc, par exemple, on va avoir des commerciaux. Si on a 3000 commerciaux dans notre entreprise, chaque commerciaux, tous les matins, ils veulent voir un rapport pour voir, par exemple, leur performance sur la semaine et sur ce qu'ils vont devoir faire dans la journée, par exemple. Et ben, ces commerciaux-là, on ne va pas tous les mettre en pro. En fait, on peut les mettre en free, on met le rapport dans un workspace qui est premium. Et dans ce cas-là, ils vont pouvoir, avec une licence free, les 3000 utilisateurs, tous les 3000 commerciaux, tous les matins, ils vont pouvoir se connecter, voir ce qu'il y a dans le rapport Power BI. Ouais, Ou un autre exemple, un éditeur de... Pardon, excuse-moi, j'ai fini ça. Un éditeur de logiciel, si lui, il se sert de Power BI comme une brique de reporting, ben on peut aussi, il va utiliser le premium, et en fait, comme on ne sait pas exactement combien il y a d'utilisateurs qui vont lire leur rapport, potentiellement, et ben là, vu que c'est valable pour les free, ben en fait, tout le monde pourra utiliser, voir des rapports. Voilà, excuse-moi, Jean-Pierre, tu disais? Ouais, non, sur ce que tu dis, c'est que finalement, le choix de premium n'est pas qu'une histoire de calcul mathématique. Derrière, il y a aussi finalement, en fonction de l'usage, donc il faut que je connaisse mes utilisateurs, quelle approche je veux avoir sur ce que tu disais avec le top-down. Donc, c'est quelque chose qui va donc se réfléchir au final. C'est ça. Je t'ai passé le slide. Ok. Alors, mais maintenant qu'on a choisi, admettons qu'on ait choisi un premium, et qu'on met des workspaces en premium. Moi, le cas que j'ai eu chez un client, en l'occurrence, c'est que avant de prendre une premium, il mettait tout le monde en pro. Donc beaucoup de personnes ont eu des licences pro, voilà. Et en fait, il faut quand même garder quelques pros quand on a un premium pour les personnes qui vont créer des rapports. Et le problème qu'ils ont eu, c'est que ils n'ont pas réussi, en ayant le premium, en achetant une premium, à réduire le nombre de licences pro parce qu'ils ont eu du mal à identifier qui pouvait rester pro potentiellement ou qui devait revenir en free. Donc en fait, potentiellement, ils payaient deux fois, quoi. Ils payaient pour le premium et le pro. Donc il y a une petite stratégie qui est importante quand on veut réduire le nombre de licences pro une fois qu'on a acheté un premium, c'est d'être capable de classifier les utilisateurs sous forme de rôles qu'on a appelés éditeurs et consommateurs. Et notamment, on va avoir des éditeurs qui, eux, ont le droit qui vont avoir la licence pro, qui vont avoir un certain rôle sur le workspace, et qui vont pouvoir créer, leur rôle, ça va être de créer des rapports, grosso modo, et de pouvoir publier dans le workspace premium. Et les consommateurs, eux, on va leur mettre des licences gratuites, free, et ils vont que être viewers sur le workspace premium. Donc ils n'ont pas le droit normalement de publier dans le workspace premium. Mais à part le fait que l'un a le droit de publier dans le workspace premium et l'autre n'a pas le droit, potentiellement ils vont avoir le même usage en fait. Ils vont avoir le même niveau de... À part le fait de pouvoir publier, les deux auront la même possibilité de créer des nouveaux rapports sur des datasets qui existent déjà, au moins dans le Power BI Desktop. Et ce qu'on peut mettre en place, ce que va montrer juste après Jean-Pierre, c'est peut-être passer par l'éditeur pour ça. Et ce qui nous amène à la vraie question de gouvernance, c'est comment je fais ce choix? Comment on fait son choix? Donc pour identifier les personnes qui peuvent être pro et les personnes qui doivent rester free, déjà, soit on laisse naturellement les choses se faire et demander aux équipes projet du coup d'identifier des personnes qui peuvent avoir les licences pro ou non, et en fait de mutualiser un petit peu les licences pro. Donc dans une équipe, si une personne travaille un petit peu beaucoup sur Power BI, peut-être même dans différentes équipes, si elles sont multi-projets, il vaut mieux identifier ces personnes-là pour leur dire bon voilà, vous êtes pro, et essayer d'écrémer un peu les autres personnes qui vont juste vraiment dans le besoin, c'est que de lire des rapports, donc peut-être de les laisser free. Voilà, c'est ça qui est important. Quand en final, si les personnes après ne savent pas s'organiser elles-mêmes, les équipes ne savent pas s'organiser elles-mêmes pour identifier ces personnes-là, aussi on peut utiliser de façon proactive ou en analyse, en fait, analyser les journaux d'activité Power BI.
On peut regarder, en fait, on peut voir dans l'historique telle personne, est-ce qu'elle a publié des rapports dans les 6 derniers mois? Est-ce qu'elle a été lire des rapports dans les 6 derniers mois? En fait, voilà, on peut comprendre grâce au log, les journaux d'activité de Power BI, quel est leur usage. Et donc, si on s'aperçoit que Madame Michu, en fait, elle voulait absolument une licence pro, puis au final, dans les 6 derniers mois, elle n'a rien publié, ben, on peut lui dire, ben non, regardez, vous n'avez pas publié, en vrai, vous n'en avez pas besoin, donc on peut lui retirer, et peut-être l'affecter plutôt à Monsieur Martin, qui, lui, a vraiment des besoins, et lui cherche à créer des nouveaux rapports et à publier, donc lui, on peut lui mettre une licence pro. Voilà, l'idée, c'est ça, c'est de voir au global comment les personnes utilisent leurs rapports, leur façon d'utiliser Power BI, et donc de pouvoir peut-être plutôt affecter une licence pro à une personne qui en a vraiment besoin. D'accord, donc on définit une règle qu'on laisse peut-être par défaut vivre, et ensuite qu'on laisse par défaut se poser, comme tu dis, demander à chaque équipe d'identifier les personnes ou de dire s'ils veulent ou pas, et ensuite on adapte les choses en regardant la réalité des usages des gens. Parce que c'est vrai qu'on s'aperçoit que souvent dans une équipe, tout le monde voudrait la pro, mais il n'y a peut-être qu'une seule personne qui s'occupe vraiment de finaliser le modèle et de faire ce travail, on va dire, d'édition, hein, puisque tu les as nommés comme ça, d'éditeurs. Autre sujet alors, ça arrive un peu comme sur la soupe, ce schéma, mais l'idée, c'était de voir un petit peu aussi comment on pouvait séparer les choses, parce que c'est assez clivant, finalement, de dire moi, en tant qu'utilisateur, je suis dans une équipe, moi, on m'a mis consommateur, alors que mon collègue d'à côté, on l'a mis éditeur. Donc, l'idée, c'est aussi d'éviter cette situation-là. Alors après, si finalement, pour avoir la paix sociale dans une équipe, il suffit de dépenser une licence à 8,40 € pour le faire, faites-le, on vous le recommande. Mais quand on doit faire cette dichotomie avec justement la notion vraiment de consommateur et d'éditeur, une façon de faire, finalement, c'est de se dire que finalement, on va laisser le consommateur travailler, donc créer des rapports dérivés de rapports existants. Hein, donc, il s'appuie finalement sur tous les assets que vous avez. Et l'idée, c'est, par exemple, vu que lui ne peut pas publier, hein, comme a dit, ou partager, comme a dit Fabien, toute la problématique, elle est là. C'est que dès l'instant où je fais des choses pour moi personnellement, je n'ai pas besoin d'avoir une licence Power BI Pro. Je peux consommer du premium et travailler. Donc, l'idée, c'est par exemple de travailler avec la notion de sandbox. Ici, par exemple, un espace personnel, pour le coup, où la personne, finalement, pourrait un peu publier son élément. Et là, ensuite, on a tout le travail des data stewardships ou des key users ou des data champions et des éditeurs qui peuvent être potentiellement un dev, qui finalement vont regarder ce qu'a fait notre monsieur Moulin ou notre madame Michu et de dire ah ouais, c'est quand même pas mal d'avoir ajouté telle dimension ou telle analyse ou tel élément dans ton rapport. Ok, je mets un coup de tampon, ça devient donc un rapport officiel et je m'occupe de l'industrialiser. Hein. Vous vous rappelez tout à l'heure, quand on parle d'usage, self-service versus industrialisé, typiquement, c'est là où on va avoir des rôles justement comme le data steward qui est là pour certifier et le développeur parce que potentiellement, peut-être que ce consommateur, il a fait un truc, mais qu'il n'est peut-être pas super aguerri en Power BI et que finalement, son code n'est peut-être pas super optimum pour le coup. Donc, c'est aussi pour ça qu'on a besoin de notre éditeur et qu'on va avoir quelques personnes qui vont être définies comme éditeurs. Et justement, ça nous amène à un autre cas. Donc, Monsieur Moulin a dérivé le rapport du commerce pour pouvoir rajouter une segmentation en fonction je sais pas moi, de sa zone de chalandise, etc. Il a fait un super travail d'analyse. Maintenant, il le déploie et ça doit partir en prod. Sauf que arrive souvent un problème, c'est que, et retenez-le, hein, un mauvais rapport Power BI peut faire planter toute une capacité premium. Donc là, vous êtes content, vous avez mis vos rapports, vous dépensez. Alors, comme a dit Fabien, c'est à partir de 5 000 €. Hein, donc, si vous avez une P3, on est plutôt aux alentours de 20 000 € par mois. Vous êtes content. Et sachez qu'un seul rapport peut vraiment tout exploser. Donc, il va être très important d'avoir finalement des règles, et on revient à la gouvernance, hein, people, process, outils. Donc, on peut parler de bonnes pratiques, là, pour le coup, sur ces règles, pour justement s'assurer que le développement Power BI, finalement, est conforme à ce qu'il y a dans l'entreprise. On va faire un petit éclairage technique du pourquoi, justement, un mauvais rapport Power BI est capable de faire planter une capacité premium en regardant, justement, comment fonctionnent les capacités premium. Fabien. Alors,
Du coup, pour revenir sur le principe du premium, c'est en fait un premium, oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça s'affecte à un workspace ou à plusieurs workspaces Power BI. Ce qui est très important, c'est que le premium, lui, il a une capacité, il a une quantité limitée de ressources. Que ce soit en CPU ou en RAM. C'est pas comme le mode normal avec que des free et des pros. Dès qu'on crée un workspace, tout est géré par le service cloud Microsoft et par le service Power BI. Et il sait scaler tout seul, en fait. Donc voilà, ça va être géré. Alors que là, dans une premium, il faut vraiment surveiller en fait, son usage parce que potentiellement, on peut atteindre des limites. On peut atteindre des limites et saturer une capacité premium. Donc, il va être très important déjà une règle de base. Quand on crée un premium et qu'on l'affecte dans notre tenant Power BI, dans notre service Power BI, il y a un petit bouton où on peut dire bon, bah, tu affectes le premium à tous les workspaces de l'entreprise. Ça, il ne faut surtout pas le faire. Ça, il ne faut surtout pas le faire parce que vous allez vite saturer. Ça veut dire que tous les workspaces, même les personnels workspaces, ils vont être dans le premium. Donc ça, c'est pas vraiment une très très bonne pratique, hein, parce que ça veut dire que n'importe qui, déjà qu'un mauvais rapport Power BI, ça peut, comme a dit Jean-Pierre juste avant, ça peut faire planter une capacité premium. Là, vous donnez la possibilité à n'importe qui de publier un rapport mauvais et de casser le premium. Ou alors vous allez vraiment saturer le service, quoi. Donc pour ça, il vaut mieux être plus précis et identifier vraiment les workspaces qui ont besoin de cette capacité premium-là. Et il va falloir aussi, en plus de ça, après gérer les différentes tailles. Il y a différentes tailles, donc P1, P2, P3, etc., avec à chaque fois différents prix. Donc ça aussi, il faut gérer les tailles et identifier les bons workspaces. Alors justement, encore une fois, on tombe sur une question et une règle de gouvernance. Vous avez vu, juste en disant cet état de fait sur le produit, bah, en fait, il y a une question, c'est je dois acheter une P1, une P2, comment j'affecte tel ou tel workspace? Donc, comment on peut justement, mince, je croyais que j'avais passé de slide, non, voilà. Comment je fais justement pour gérer ça? C'est ça. Et donc pour le gérer, déjà, le premier point, c'est d'identifier les bons workspaces, comme je l'ai dit aussi juste avant. Donc, il va y avoir plusieurs usages qui vont nous faire mettre un workspace en premium, notamment parce qu'on a vu juste avant par rapport aux licences, c'est quand on a un rapport qu'on veut partager à beaucoup de consommateurs en lecture seule. Donc là, oui, ça c'est très très bien, on va utiliser ça. On va mettre le workspace en premium. Ou alors utiliser une fonctionnalité premium spécifique qui est possible que quand on a un premium. Donc c'est par exemple l'IA, je suis pas sûr que ça soit à jour et puis potentiellement c'est des choses qui peuvent changer, mais les data flows, le XML endpoint, toutes ces choses-là, si on en a besoin, bah, on peut choisir premium. On a un exemple, par exemple, on a un client qui a choisi premium parce que lui, il voulait augmenter le nombre de refresh qu'on peut faire par jour sur un rapport. Il voulait passer de 8 à 48, donc il a pris un premium pour ça. Et aussi, si on a des besoins pour utiliser une capacité dédiée et la possibilité de mettre de la mise à l'échelle. Donc, par exemple, quand on a des gros datasets, quand on veut dépasser les 1 giga de datasets, Premium va nous permettre de le faire. Quand on a beaucoup d'usages de reporting, etc. Voilà. C'est vraiment quand on veut un petit peu scaler sur un rapport précis ou un groupe de rapports précis, on peut utiliser Premium. Ok. Ça, c'était le pourquoi, du coup. Il va falloir aussi, comme l'a dit Jean-Pierre, c'est surtout administrer les tailles et donc vérifier les bons sizing des capacités. Donc déjà, en réduisant le nombre de workspaces auxquels on affecte le premium, déjà, c'est pas mal, ça va empêcher de saturer les capacités premium. Mais aussi, comme on a différents usages, on peut peut-être séparer en différentes capacités premium. En mettre un petit peu pour les usages self-service, donc on va mettre des workspaces self-service en premium dans une capacité premium dédiée, et une autre capacité premium pour tout ce qui va être projet industrialisé. C'est surtout pour que les projets industrialisés avec beaucoup d'IT en fait, une demande de refresh de rapport hebdomadaire ou journalier importante, il faut être sûr qu'il n'y a personne qui va empêcher un rapport de ces workspaces-là de se mettre à jour. Et ben, en gros, si on les isole, au moins c'est un peu plus sécurisé, quoi. Alors que si c'est dans le même workspace que des usages self-service, peut-être une personne qui ne sait pas très bien maîtriser Power BI, elle peut casser potentiellement la capacité premium, et ça va aussi affecter les projets BI. Donc c'est pas mal de les séparer. Aussi, si on a des besoins d'augmenter
des tailles de ressources. Si on atteint une limite, ce que nous, on préconise plutôt, c'est au lieu de passer à P2, parce qu'on peut augmenter la taille, plutôt peut-être faire plusieurs P1 en parallèle et mettre des projets ou des workspaces qui sont vraiment très demandeurs, les mettre tout seuls dans un workspace P1 à côté. Comme ça, voilà, on est capable de segmenter un petit peu les ressources et c'est plus important. Étant donné que le prix d'un P1, c'est, on va dire, 5 000 €, et le prix d'un P2, c'est dans les 10 000 €, grosso modo, un P1, 2 P1 égale. Donc en fait, vous allez payer le même prix, mais c'est plus facile. C'est comme ça, on peut segmenter. En sachant que P1, P2, etc., les tailles de CPU et des RAM, c'est à chaque fois c'est x2. Hein. P1 c'est une quantité, P2 c'est x2, etc. Donc voilà. Et à partir du moment où voilà, tout le monde a même si un projet a un P1 tout seul, et qui c'est encore limite, là on peut réfléchir et se dire bon, peut-être que ce P1 là, avec ce projet tout seul dedans, lui on peut le passer en P2 parce qu'il y a vraiment des besoins de performance, etc. Donc voilà, on a des exemples comme ça, je vais avancer un peu plus vite, donc on va passer à autre chose, mais des exemples de process pour un petit peu gérer les tailles, et ça c'est des choses qu'il faut mettre en place. Ouais, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on se pose les mêmes questions qu'on se posait quand on devait acheter des serveurs ou configurer des serveurs. Est-ce que je mets plutôt toutes mes bases de données sur un plus petit serveur mais isolé, ou est-ce que j'achète un énorme serveur et je mets toutes mes bases de données dessus, si je prends une analogie avec le métier de DBA. Mais finalement, cette analogie, elle est voulue parce que finalement, avoir Premium vous oblige finalement à faire ce travail de choix, d'une part, mais aussi de surveillance, parce qu'évidemment, à l'instant T, vous êtes capable de dire que ce projet rentre dans une P1 et est capable, ou ce jeu de 3 projets rentre dans cette P1, mais peut-être que justement, en fait, le projet, le dataset est en train de grandir, ou ils ont d'autres besoins de rafraîchissement, ou les rafraîchissements sont plus longs, donc il faut surveiller, et donc on a les outils qui nous permettent, comme finalement quand je suis administrateur de base de données, sauf que là je suis administrateur de capacité premium, d'ailleurs c'est le rôle technique dans Power BI pour pouvoir faire ça. Autre exemple qu'on voulait vous partager, qu'on a déjà partagé lors d'autres conférences, mais finalement il y a des outils un petit peu pour nous aider à monitorer Power BI Premium, plus que quand on n'a pas Premium, hein, évidemment, c'est le fait de s'acheter une capacité Premium arrive avec tout un tas d'outils, et notamment ce type d'outils de surveillance. Là, on a l'exemple, c'est tout simplement, je veux surveiller les refreshs. Vous voyez, moi, en tant qu'admin, je dois aller sur ce rapport régulièrement pour justement vérifier ce qui se passe. Est-ce que, par exemple, il n'y a pas eu une anomalie? Là, on voit que, par exemple, le 8 janvier, sur un des rapports, j'ai ce qu'on appelle les wait times, donc j'ai un refresh qui a été bloqué pendant 150 minutes. Là, ici, on s'aperçoit que alors évidemment, on a tout anonymisé, mais ici, j'ai un rapport qui met 50 minutes à s'exécuter. Vous imaginez si le propriétaire de ce rapport, il lance ça 48 fois par jour, donc ça veut dire que ma capacité, tout mon CPU est utilisé pour rafraîchir un dataset. Donc c'était en ça où on vous disait que finalement, un rapport peut exploser finalement les capacités d'un premium. Donc on a les outillages, il suffit juste d'aller consulter ces éléments-là pour justement avoir ces informations et donc faire tout simplement un boulot d'administration. Ça fait partie de la gouvernance. Premier point, il vous faut un administrateur, et 2, quel est le process qu'il doit faire et comment justement il va, puisque l'idée c'est peut-être de la self-service BI, donc il faut qu'il aille voir Madame Michu qui a fait ce rapport-là pour essayer justement de faire ça. Voilà, on a mis un autre slide où il y a d'autres informations qu'on peut récupérer pour quand on n'a pas Premium pour pouvoir récupérer les éléments. Il nous reste quelques minutes pour un dernier cas avec les sources avant de passer à la conclusion. Je te laisse le faire rapidement, Fabien. Ouais, je vais aller très très vite. Mais en gros, tout ce qu'il faut comprendre dans ce cas-là, c'est que là, tout à l'heure, on a parlé de Premium, qui est aussi une capacité qui est un peu globale au sein de l'entreprise. Et il y a une autre capacité ou une autre technologie qui peut être globale au sein de l'entreprise. Ça va être tout ce qui va être les gateways, en fait. Et il va falloir, pareil, gérer les gateways d'un peu de la même façon. Une gateway, on en a besoin quand on doit accéder à toutes les données cloud qui ne sont pas publiques, grosso modo, et toutes les données on-premise. Donc on en aura besoin pour accéder aux données sources. Si tu peux passer à la slide suivante. Hop. Et justement, quelles sont les questions qu'on se pose avec la gateway?
Bah, c'est ça en fait, c'est pareil que pour le premium en fait. Il faut qu'il y ait la notion d'une gestion, d'une administration et des process pour savoir du coup qui installe la gateway, où est-ce qu'on l'installe, comment on la met à jour, quelle architecture on utilise, sur quel serveur, est-ce qu'on fait des clusters, est-ce qu'on fait pas des clusters, et qui va la monitorer, la surveiller, faire en sorte que elle reste toujours active et que les rapports se rafraîchissent bien, enfin tous ceux qui utilisent la gateway. Qui va la configurer, tout ce qui va être les data sources, toutes ces questions-là, en fait, il faut y répondre, en fait. Et ça, pareil, on va devoir mettre en place des process pour gérer ça. Je te reprends un petit peu là. En fait, c'est symptomatique, hein, ce qu'on veut vous faire passer vraiment comme message important sur la gouvernance, avec ce fameux triptyque. Vous voyez, finalement, cet ensemble de questions, c'est ça le point de départ du travail. On commence avec cette question. Et on commence bien avec qui? Rappelez-vous, le persona. Qui s'en occupe? Et ensuite, le quoi? Justement, quel est le processus? Et ensuite, le comment va arriver par la suite. Mais vous avez cette approche, d'ailleurs, c'est quand on fait les ateliers et qu'on crée les éléments de gouvernance avec nos clients, on a souvent cette approche qu'on appelle bottom-up, c'est-à-dire qu'on liste toutes les choses qu'il y a à faire. Donc, on est vraiment sur les trucs tout bêtes. Hein. Il y a un moment, la gateway, elle est installée sur un serveur, faut mettre à jour Windows. Bon, ben voilà, qui va le faire et comment ça va être fait. Hein, donc, c'est ce qu'on appelle l'approche bottom-up pour faire ça. Désolé de t'avoir coupé, Fabien, je sais qu'on est déjà dans les temps. Tu avais quelques bonnes pratiques, justement, parce qu'en dehors de savoir qui le fait, ça, c'est à vous d'y répondre. On peut vous aider, mais c'est à vous d'y répondre. Mais par contre, nous, techniquement, on peut vous proposer des bonnes pratiques. N'est-ce pas, Fabien? Ouais, moi, pareil, je vais aller très très vite, hein, mais en termes de bonnes pratiques, plutôt, ça dépend de votre culture d'entreprise, mais faire de la redondance et utiliser des clusters gateway, c'est toujours une meilleure pratique. Déjà parce que s'il y a un serveur qui plante, c'est un autre qui va prendre le travail, et ça va pas complètement couper le service. Donc voilà, on est sur du always on un petit peu. Et pour les mises à jour, c'est plus simple parce qu'on peut le faire nœud par nœud. Pareil, sans arrêt de service. Puis après, bon, le reste, c'est vraiment du détail, hein. Il y a des fonctionnalités qu'il faut activer. On va peut-être passer à la suite. Ouais, parce que à la rigueur, c'est peut-être mieux de revenir sur la conclusion pour le coup. Mais voilà, il y a des bonnes pratiques. Et là, pour le coup, nous d'ailleurs, c'est un peu notre approche. Hein, c'est que Fabien et moi, on est plutôt des techs pour le coup. Et les sujets de gouvernance sont souvent des sujets qui ne sont pas tech ou qu'on n'a pas envie de faire tech. Et pourtant, c'est l'alliance des deux qui fait ça. C'est qu'à un moment, vous avez les pieds sur l'échiquier. Évidemment, nous, c'est pas nous qui faisons la politique dans les entreprises avec les personas. Mais par contre, il y a un moment, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui mette à jour cette gateway ou qui décide de mettre en place un cluster de gateway. Donc finalement, vous voyez, les deux sont liés. Donc l'important, c'est d'allier la tech et la bonne connaissance du produit, de ce qu'il y a à faire sur le produit, avec justement ces éléments. Bon, c'est quelques points qu'on va renoter sur la conclusion. Comme ça, on laissera quand même. À mon avis, on aura 1 minute pour les questions. On prendra la plus pertinente. Juste, je rappelais ce slide. La gouvernance, là, évidemment, on a traité 3 cas, mais vous allez avoir plein de choses à faire. Je pensais à la sécurité, c'est quand même l'un des sujets de gouvernance les plus importants. Récemment, dans Power BI, on a de plus en plus un rapprochement avec des outils comme AIP, Azure Information Protection, et notamment la possibilité de classifier des workspaces ou du contenu comme étant confidentiel, ultra confidentiel, etc. Donc avec tout le tagging de l'entreprise, typiquement, c'est des points importants de gouvernance. Vous voyez que des sujets de gouvernance, il y en a énormément. Donc malheureusement, on adorerait en parler avec vous pendant plusieurs heures, mais on arrive à la fin de la session. L'idée, c'était aussi de mettre en place des processus. Et là, on vous donne quelques exemples. On parlait justement de tout ce qui était gestion des licences. Vous allez devoir avoir un processus administration, donc un support en fait. Donc, qui j'appelle quand je veux avoir une licence ou mettre à jour mon Power BI Desktop. Donc, il y a des sujets administration. Il y a des sujets purement techniques. J'ai un bug, je suis en train de faire mon rapport ou mon refresh a planté. Qu'est-ce qui se passe? Qui on appelle? Qui s'en occupe, etc. Évidemment, on en a parlé tout à l'heure avec le fait qu'un rapport pouvait tout faire planter. La première des choses, c'est aussi de se dire, je donne de la liberté à mes utilisateurs pour qu'ils puissent créer des éléments. C'est le but de la Self-Service BI et j'en suis l'un des plus grands défenseurs. L'idée, c'est pour que ça s'accompagne bien, il vous faut des processus de formation. Et nous,
on recommande fortement, très fortement, c'est de l'associer finalement avec un petit peu de, on pourrait appeler ça du support au final, mais nous on aime bien appeler ça le Data Lab ou le ASDI Expert, pour le coup, avec justement cet accompagnement, parce que c'est bien beau d'avoir formé les gens, mais vous n'allez pas faire, c'est pas avec 7 heures ou 14 heures de formation que les gens vont devenir experts. Donc l'idée, ça va être de les accompagner, d'avoir un petit peu ce coaching. Et enfin, on est sur un produit qui vit, et j'en sais quelque chose puisque j'anime avec d'autres le club Power BI, donc c'est important aussi d'animer ce réseau et de se dire, finalement, il y a des nouvelles façons de gérer la sécurité, de gérer l'implémentation. C'est bien de pouvoir, de pouvoir le faire. Et je ne sais pas, voilà. Et enfin, le mot de la fin, si tu veux terminer, Fabien, et on sera. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que la gouvernance, en fait, ça dépend aussi beaucoup de votre entreprise et qu'il faut à chaque fois l'adapter à votre entreprise et à votre contexte. C'est pour ça que, en fait, dans cette session, vous avez eu beaucoup de questions et peut-être même des questions sans réponse, beaucoup de questions sans réponse, parce qu'en fait, les réponses, il faut les faire en fonction de vous. C'est pas, on peut pas spécifier directement il faut faire ça, il faut faire ci, il faut faire machin. C'est vraiment, ça dépend de vous, en fait. C'est pour ça que c'est important que vous, déjà, vous connaissiez votre organisation et vos processus déjà existants. Ça va être ensuite important de faire vivre votre gouvernance, c'est-à-dire qu'une gouvernance, c'est jamais figé, hein, dans le temps, ça peut évoluer. On peut aussi faire quelque chose d'itératif, commencer par un petit peu de process, on crée un petit peu de process, par exemple juste pour gérer les premiums. Plus tard, on met en place les process pour gérer la gateway, plus tard pour gérer la sécurité, plus tard, etc. Quelque chose qui peut être itératif, c'est pas juste on rédige un document, puis après on le met de côté, puis personne ne lit. Et n'hésitez pas surtout à vous faire accompagner par des experts, des personnes qui connaissent vraiment bien Power BI, comme l'a dit Jean-Pierre. Nous, on est des experts, on a déjà travaillé, c'est un exemple, on travaille pas mal avec Power BI. La gouvernance, c'est pas que juste quelqu'un qui décide des schémas, c'est aussi quelqu'un qui connaît les best practices et qui va vous permettre du coup de faire des process qui respectent des best practices. Parce que faire un process pour faire un process, si on part dans le mur, parce que à terme, ça va faire une organisation qui est complètement non performante, là c'est raté quoi en fait. Donc pas faire des process juste pour faire des process, il faut aussi faire des choses qui à la fin respectent des bonnes pratiques et qui fonctionnent bien quoi. Équilibré entre les trois éléments, hein, people, process et technique, outils en fait. Au final, c'est ça la gouvernance. Hein. Pour le coup, c'est ces trois qui vont s'alimenter. Je pense qu'on a fait passer nos messages. On savait que c'était dense, on a accéléré sur certains points. En tout cas, on espère que notre message est passé sur l'importance de mettre de la gouvernance dans votre Power BI, parce que vous avez vu, s'il y avait un truc à retenir, hein, un utilisateur tout seul dans son coin peut faire péter votre capacité premium. Juste ça. Comme une mise en garde, comme quoi c'est important de faire de la gouvernance. Gilles, est-ce que nous avons, je crois pas voir de questions, mais est-ce que tu as, toi, pu voir des gens qui avaient des questions qui n'auraient pas été publiées? Non, de mon côté, il n'y a pas de questions là pour l'instant en cours, donc tout va bien. Ok. Tout est clair. Ok, bon donc nickel. Ok, je pense qu'on peut clore. Je ne sais pas s'il restait un slide de présentation. Finalement, on aurait pu mettre le raffle à la fin, hein, pour le coup. Bon, en tout cas, merci pour d'avoir suivi, si vous êtes resté jusqu'au bout. Je pense que les sessions sont disponibles en replay, non? Oui, les sessions sont disponibles en replay. Merci à vous deux, c'était une super session. Beau contenu, c'était dense, mais c'était vraiment intéressant. C'était cool. C'était intense. Oui, les sessions sont enregistrées, donc qu'elles seront disponibles en replay. Super. Merci. Et nous, évidemment, on partagera les slides, peut-être sur le blog de Fabien, vu qu'il en a parlé en tout début, Fadata. Ah, pourquoi pas, ouais. Faites de la pub, c'est gentil. Merci à vous deux, en tout cas. Et puis, je vous souhaite une bonne journée. Je souhaite une bonne journée, une bonne suite à tout le monde aussi. Et la suite continue. On a une keynote qui suit et après les sessions reprennent. Donc merci à vous deux. Super, merci Gilles, merci Fabien.